Bonjour. Aujourd'hui, on va donc reprendre ces idées autour de la notion d'entropie dans le cas où on a des systèmes nettement plus compliqués que des systèmes indépendants où il y a des dépendances. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'on peut définir une notion de taux d'entropie. Et cette notion de taux d'entropie, on peut la définir de deux façons différentes. Quand on a un système qui a des valeurs dans un ensemble X, l'entropie, le taux d'entropie peut se définir comme la limite de 1 sur n, l'entropie de n variables aléatoires, x1, x2, xn, qui sont toutes de même loi, qui prennent leur valeur dans X. Donc, on peut voir l'entropie jointe et la convergence de l'entropie jointe de n variables aléatoires. Donc, à nouveau, pensez ces n variables aléatoires, par exemple, comme étant n pixels d'une image, et donc qui permettent de décrire la complexité des structures à l'intérieur de l'image, ou ça peut être un son, ça peut être n'importe quelle série temporelle. Et ce qu'on a vu, c'est que pour analyser la convergence de l'entropie jointe comme ceci, ce qu'on peut regarder, c'est quelque chose de plus naturel qui est l'entropie conditionnelle d'une variable, xn plus 1, sachant les n variables précédents, x1, x2, xn. Et ça, c'est typiquement l'information que la nouvelle variable va donner par rapport à tout ce qui existe avant. Et on a défini cette entropie conditionnelle à nouveau comme étant la limite quand n tend vers l'infini de cette quantité. Et ce qu'on a vu, c'est que ces deux quantités, elles existent dans le cas stationnaire, c'est-à-dire dans le cas où les lois de probabilité sont les mêmes et la loi de probabilité jointe est invariante par une translation de l'index, et dans ce cas-là, elles sont égales. Donc ça, on l'a vu à la fin du dernier cours, et à travers la somme de ces arrows, finalement, l'une peut se réécrire à partir de l'autre à partir d'une somme partielle, et la convergence de l'une implique la convergence de l'autre. Donc, on est arrivé là, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder l'implication de ceci pour à la fois le codage et d'une façon générale la concentration des données dans un ensemble typique. Donc ça, pour avoir ce genre de résultat, la stationnarité ne va pas être suffisante, il va falloir rajouter la notion d'ergodicité, et on va tomber sur le théorème de Shannon, Macmillan, Breiman, qui est très important, qui démontre le fait que si on rajoute une hypothèse d'ergodicité, alors il va y avoir un phénomène de concentration, et les probabilités vont être uniformes et essentiellement spécifiées par l'entropie, et le nombre d'éléments dans l'ensemble typique va être spécifié par l'entropie, le nombre de bits va être spécifié à nouveau par l'entropie. Donc le théorème, je vais vous donner la grande idée, mais pas faire la démonstration. Mais par contre, ce qu'on va regarder beaucoup plus en détail, c'est un cas particulier, qui est la notion de chaîne de Markov. Et les chaînes de Markov, ça c'est un outil vraiment très important dans le domaine et en proba en général. C'est le cas particulier où les probabilités conditionnelles sont en fait, donc de xn plus 1 étant donné son passé, sont spécifiées simplement par xn plus 1 étant donné l'état juste avant. Et ça peut être typiquement le cas dans un système physique où si vous pensez n comme étant le temps, l'évolution du système à un temps t plus 1 peut être entièrement spécifiée par un certain nombre de variables au temps t, et il n'y a pas besoin de connaître l'état du système avant. Et dans le cas des chaînes de Markov, on va pouvoir mieux comprendre cette notion d'ergodicité. On va va y avoir la notion d'ergodicité, on va voir la notion d'équilibre et de stationnarité.
On a pas mal parlé, j'ai pas mal parlé de la notion de réversibilité et d'irréversibilité. Ça, c'est quelque chose qui va apparaître assez clairement dans ce cadre-là. Et puis, on va bien sûr, dans ce cas-là, pouvoir calculer le taux d'entropie et le deuxième principe de la thermodynamique. C'est-à-dire, on va voir qu'effectivement, dans le cas des chaînes de Markov, c'est-à-dire un modèle d'évolution temporelle, eh bien, l'entropie va augmenter au fur et à mesure que le temps avance. Dans un cas, quand même, il y a besoin d'une condition, et on va voir apparaître cette notion de mesure invariante qui est la mesure uniforme, et ça, c'est une condition importante pour que, effectivement, le deuxième principe de la thermodynamique soit vérifié. Donc ça, c'est le programme. Le théorème de Shannon-Macmillan et surtout les chaînes de Markov. Alors les chaînes de Markov, c'est tout un monde, donc je vais aller quand même assez rapidement pour pouvoir avancer dans le cours, mais ce que je voudrais, c'est introduire les notions fondamentales pour le sujet de cette année. Alors, on va commencer par la propriété d'équipartition asymptotique. Donc c'est cette idée que, un peu comme dans le cas indépendant, dans le cas stationnaire, si on rajoute cette hypothèse d'ergodicité, eh bien, si on regarde la propriété, la probabilité de x1, x2, xn, cette probabilité va être non nulle dans des ensembles qu'on appelle les ensembles typiques, et en plus, elle va être quasiment constante ou uniforme sur ces ensembles typiques. Alors, l'argument pour montrer ça est le même que celui qu'on a utilisé dans le cas indépendant. Dans le cas indépendant, souvenez-vous, cette probabilité, c'est un produit des probabilités, donc très naturellement, on prend le log devient une somme, et si on met un 1 sur n, ça converge vers la moyenne. Donc, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre le log, on met le 1 sur n de manière à avoir la moyenne, sauf que ici, ce n'est pas vrai que la probabilité de jointe est égale au produit des probabilités parce que vous avez, vous avez une dépendance. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut toujours factoriser P de x1, x2, xn sous forme de la probabilité du premier fois la probabilité, et ensuite on fait les probabilités conditionnelles, ça on l'a démontré, c'est fois la probabilité de xi sachant x1, x2, xi. De AN. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on a montré déjà dans le premier cours. Donc, si on était dans le cas indépendant, eh ben, la probabilité de xi étant donnée jusqu'à xi-1, son passé, ce serait la probabilité de xi, et on retomberait dans le cas précédent. Ce qu'on peut quand même faire, c'est regarder le log, et on va tomber effectivement sur une somme, donc log de P de x1, et puis la somme de i égale 2 à n des logs des P de xi, sachant x1, x2, xi-1. Et ça, avec un 1 sur n, on voudrait que ça converge vers quelque chose, et en particulier vers l'entropie. Pourquoi on se dit que ça va converger vers l'entropie? Parce que ça correspond effectivement à l'entropie conditionnelle. L'entropie conditionnelle, c'est l'espérance de moins log de P de xn plus 1, sachant x1, x2, xn. Et puis si on fait la moyenne, si jamais il y a un phénomène d'ergodicité, et c'est de là où va venir le... C'est-à-dire que si on fait une somme sur
nombre suffisant d'itérés de la variable aléatoire, ça va converger vers la moyenne, on peut espérer que ça converge vers l'entropie. Donc tout le problème, c'est de s'assurer que ceci va converger vers, on est dans le cas stationnaire, les deux sont égales, vers le taux d'entropie et d'avoir une convergence en probabilité. Alors, si on a ce résultat, c'est-à-dire que cette quantité log de probabilité converge vers effectivement une constante, alors on a tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'on veut en refaisant les raisonnements qu'on a déjà fait la dernière fois, parce que ça veut dire que du coup, h, si je regarde la quantité à nouveau, moins 1 sur n log de p de x1, x2, xn, moins cette quantité h de xi, le fait que ça converge en probabilité, ça veut dire que la probabilité que ceci soit plus petit que epsilon va être plus grande que 1 moins epsilon pour n grand. Et donc, on en déduit, alors là, c'est exactement les mêmes démonstrations que celles que j'ai faites, qu'avec une très grande proba, eh bien, x1, x2, si je regarde mes ensembles typiques, c'est-à-dire les ensembles sur lesquels la probabilité va s'agréger avec une forte probabilité, eh bien, ces ensembles typiques Tn epsilon, on va retrouver le fait que la taille de ces ensembles va être de l'ordre de 2 puissance n h la constante, à un epsilon près. Et puis on va retrouver le fait que la proba c'est-à-dire P de x1, x2, xn pour n'importe quel x1, x2, xn qui appartient à cet ensemble va être de l'ordre de 2 puissance moins n h à un epsilon près. Donc on se retrouve automatiquement, si on a ce résultat, dans le cas où on a une concentration de tous les éléments dans un ensemble dont le cardinal est de l'ordre de 2 puissance nh et les probas sont quasi uniformes. Donc ça nous donne automatiquement un théorème de codage, parce que ça dit que le nombre de bits pour caractériser une telle séquence, eh bien, ça va être de l'ordre du log du nombre d'éléments dans mon ensemble, c'est-à-dire de l'ordre de n. Si je prends log base de h, voilà. Donc n fois l'entropie, et si je prends le nombre de bits par symbole, eh bien, je vais retrouver le taux d'entropie. Donc le taux d'entropie va bien être le nombre de bits moyen pour coder un symbole, quand bien même j'ai une dépendance. D'accord ? Sachant que c'est assez intuitif, ça va être l'incertitude, à nouveau, pour coder un symbole à partir de son passé. Et ça va être le code optimum. Donc on retrouve tous les résultats dans ce cadre qui est maintenant beaucoup plus général, sauf qu'il faut réussir à démontrer cette propriété clé. Donc la question, c'est dans quelles conditions est-ce qu'on peut démontrer une telle convergence. Et ce que vous voyez, c'est que ce qu'il va falloir, c'est que, à nouveau, on ait une somme, comme ceci, qui converge vers la moyenne. Sachant qu'on a un exemple, c'est une série de variables aléatoires x2, xn. Si vous imaginez à nouveau en termes d'image, vous avez une seule image, mais cette image a une taille qui va tendre vers l'infini. Et à travers cette seule image, eh bien, si vous calculez une moyenne, mais qui maintenant devient une moyenne spatiale, ça va être la même chose qu'une espérance. Ça va converger vers l'espérance. Et ça, c'est vraiment cette notion d'ergodicité qu'on va voir ici. Alors, la notion d'ergodicité, pour bien la définir, je vais reprendre un peu les notions de base de ce que c'est qu'une variable aléatoire. Alors, une variable aléatoire, ça se définit sur un espace probabilisé. Donc, vous avez un ensemble oméga qui est ici l'univers de tous
ce qui peut se passer, les événements possibles. Vous avez un ensemble d'ensembles définis sur tous les éléments de l'univers qui sont les ensembles mesurables. Relativement à une mesure qui va définir une proba ici. Donc, qui va définir la mesure de proba. Donc, vous avez vos ensembles oméga, et une variable aléatoire va associer à tout élément de tout événement, vous allez associer une valeur x de oméga, qui ici va prendre ces valeurs dans l'ensemble des valeurs possibles. Et comment on va définir la notion de probabilité sur une variable aléatoire? Vous allez définir un ensemble B qui va être, excusez-moi, on va définir l'ensemble B ici, c'est-à-dire c'est un ensemble de valeurs qui est prise par oméga, x de oméga, et la probabilité de B, ça va être la probabilité de x moins 1, c'est-à-dire l'ensemble d'où vient le B. Donc ça, c'est x moins 1 de B. Et ce qu'on va imposer, c'est que pour tout ensemble mesurable, ceci va être mesurable, de manière à pouvoir définir cette probabilité. Donc ça, c'est la façon dont on définit. Donc une variable aléatoire, c'est une fonction qui va de l'ensemble des événements jusqu'à, par exemple, une valeur réelle. Et puis, donc, la probabilité, ça correspond à la mesure de tous les événements qui vont donner lieu à la valeur obtenue par la variable aléatoire. OK. Donc, maintenant, comment on définit la notion d'ergodicité? La notion d'ergodicité, ça va être défini pour une transformation. Donc, on va avoir une transformation T. Alors, il y a toujours besoin d'avoir avant la notion de stationnarité. On peut être ergodique que si les variables aléatoires que je considère sont de même loi et sont invariantes par translation de l'index. Et ici, ça va correspondre à T. Donc, T, c'est une transformation qui va de oméga dans oméga. Donc, c'est une opération qui est dans cet espace. Et on va imposer plusieurs choses. On va imposer la stationnarité. Donc, ça veut dire que si je regarde la transformation d'un ensemble A qui est mesurable, donc c'est un sous-ensemble de oméga, mais qui est mesurable, si je regarde la transformation par T, si je regarde la probabilité de ça doit être égal à la probabilité de A. Donc ça, c'est la notion de stationnarité. Si pensez à T comme une translation dans le temps. Si je translate mes variables aléatoires dans le temps, les probas ne doivent pas changer. Donc ça, c'est formalisé par le fait que la transformation de n'importe quel sous-ensemble ne change pas la proba. Ça, ce n'est pas suffisant pour avoir la notion d'ergodicité. L'ergodicité va rajouter quelque chose qui, en apparence, paraît pas très fort, c'est que va y avoir un phénomène de mélange. Et pour obtenir ce phénomène de mélange, ce qu'on va imposer, c'est que si on a un événement P tel que qui est invariant, pardon, un sous-ensemble qui est invariant, donc si T de A est égal à A, alors soit A est de mesure nulle, donc la probabilité de A vaut 0, soit la probabilité de A vaut 1. Donc,
si vous imaginez T comme étant une dynamique, quelque chose qui vous fait bouger, ça veut dire que si jamais vous restez dans le même ensemble, c'est-à-dire que vous prenez votre ensemble, vous le bougez, c'est le même, donc ça veut dire que si vous prenez un élément de l'ensemble et que vous itérez sur la transformation, vous allez rester à l'intérieur, eh bien soit cet ensemble est une mesure nulle, c'est-à-dire est quasiment négligeable, soit cet ensemble, c'est pratiquement tous les éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir vous retrouver piégé dans une sous-partie de l'ensemble. Être piégé dans une sous-partie de l'ensemble non négligeable, ça voudrait dire que vous avez trouvé une sous-partie de votre univers à l'intérieur duquel vous allez rester, et pourtant, la taille ne serait pas de taille négligeable. Ça voudrait dire que vous auriez trouvé un A tel que TA est égal à A, et pourtant P de A est non nul et n'est pas égal à 1. Et cette propriété d'ergodicité l'interdit. Donc ça veut dire que vous allez forcément vous balader, et vous allez vous balader absolument partout. Vous allez explorer en itérant sur T tous les éléments, presque, pas tous les éléments de l'ensemble, mais disons que vous allez explorer tous les ensembles qui ne sont pas de mesure négligeable. Si vous prenez un sous-partie d'oméga qui n'est pas de mesure négligeable, si vous partez de quelque part, vous allez finir par passer par là, vous retrouvez à l'intérieur. Il n'y a aucun sous-ensemble de mesures non négligeables que vous allez éviter. Ça, c'est la propriété de mélange fondamentale de cette propriété d'ergodicité qui est spécifiée par ceci, plus le fait que, évidemment, vous préservez la mesure. Si vous avez une transformation qui concentre la mesure, ça ne devient plus du tout vrai. Et alors, cette propriété va impliquer le théorème d'ergodicité de Birkhoff, qui nous dit la chose suivante, c'est que si jamais vous prenez les itérés, donc vous prenez la valeur d'une variable aléatoire sur les itérés de t, et vous faites la moyenne, i de 1 à n, 1 sur n, donc vous vous baladez comme ceci, et puis vous regardez la valeur prise ici. Comme ici, vous allez vous balader partout, quand vous faites ça, vous allez aussi, les valeurs de x vont aussi parcourir l'ensemble grand X. Et du coup, ça va converger presque sûrement. Presque sûrement, ça veut dire qu'avec probabilité 1, ou donc vers l'espérance, autrement dit, vers l'intégrale de x de oméga relativement à la mesure de probabilité. Donc, ça vous dit qu'une moyenne obtenue le long des itérés par t va converger vers une espérance. Donc, si jamais vous avez défini un xn qui est x de tn, donc si vous avez, votre variable aléatoire xn, et ça va être le cas, c'est-à-dire que xn, ça correspond à la variable suivante dans votre suite qui correspond à une transformation ergodique, dans ce cas-là, on dira que si t est ergodique, donc ça c'est par définition, hein, on dira que les x1, xn sont ergodiques. Ce que le théorème de Birkhoff vous dit,
c'est que si vous sommez, donc là, je réécris exactement ceci en changeant simplement mes notations, 1 sur n, somme de i égale 1 à n dxi, ça va converger vers l'espérance de x presque sûrement. D'accord? Si vous avez une séquence qui est ergodique. Donc, ça va être la propriété fondamentale et qu'on va retrouver dans des systèmes physiques. Il faut qu'il y ait dans le temps une forme de mélange et à ce moment-là, on va avoir la convergence des sommes vers les espérances. OK, donc ça c'est la propriété dont on a besoin. Alors il y a quand même un cas particulier qui est important. C'est le cas où on va regarder le temps de séjour moyen. C'est-à-dire ce que je vais regarder, c'est une variable aléatoire. Donc je vais prendre un ensemble, je vais prendre un cas particulier qui va être utile. Je vais regarder pour un ensemble A qui est inclus dans oméga, je vais regarder l'indicateur dans A de l'itéré de oméga. Donc ce que je suis en train de regarder, c'est je prends mon ensemble A qui est à l'intérieur de mon univers, je regarde les itérés, je pars de oméga et puis je vais bouger, et puis je regarde le nombre de fois où je me retrouve à l'intérieur de A. Donc ça va me dire si ceci se retrouve à l'intérieur de A. Et je vais regarder la moyenne du nombre de fois où ça arrive. Donc je vais regarder le somme de k égale 1 à n. Donc je fais n mouvements et je regarde le nombre de fois où je me retrouve à l'intérieur de A. D'accord? Bien, ça, c'est une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire, si je suis dans une situation ergodique, elle va converger vers l'espérance. Donc ça va converger vers l'espérance de la fonction de cette variable aléatoire. Alors, cette espérance ici, ça va être quoi? Je vais l'écrire directement comme une intégrale. Ça va être l'intégrale de 1x de A de oméga relativement à la mesure dp de oméga. D'accord? Ça, c'est l'espérance. C'est la valeur moyenne de l'indicateur relativement à la mesure. Mais la valeur moyenne de l'indicateur relativement à la mesure, c'est précisément la probabilité de A. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est que quand vous avez une transformation qui est ergodique, le nombre de passages ou le nombre de retours moyens à l'intérieur de l'ensemble A, ça va vous donner exactement la mesure de A. D'une certaine manière, la taille de l'ensemble A relativement à la distribution de probabilité, à votre mesure. D'accord? Donc, ça, c'est une idée qui est importante, c'est que une transformation ergodique va revenir dans n'importe quelle sous-partie de votre ensemble avec un taux de retour qui est spécifié par la taille de l'ensemble et donc par la probabilité. OK. Maintenant, on va pouvoir revenir sur le problème de départ et essayer de regarder pourquoi est-ce que ce genre de propriété nous permet d'obtenir ce qu'on veut. Alors, ce qu'on veut, c'est que cette probabilité converge presque sûrement. D'accord? Donc, on veut une convergence presque en proba, et si on a une convergence presque sûre, c'est encore mieux. Donc, ça, on va essayer de l'obtenir avec le théorème de Birkhoff. Donc, quelque part, il va falloir
mettre en évidence la proba qui doit converger vers la moyenne. Alors, si on suppose que les x1, x2, xn sont ergodiques, correspondent à un processus ergodique, c'est-à-dire on passe d'une variable aléatoire à la suivante par une transformation qui est une transformation ergodique. On peut regarder la probabilité de xi sachant xi moins 1 jusqu'à x1. C'est les quantités qui apparaissent ici, et on peut regarder le log. Alors ça, c'est une variable aléatoire. D'accord ? Ça, ce sont des variables aléatoires. Donc la probabilité conditionnelle, c'est une variable aléatoire. Le log, c'est une variable aléatoire. On voudrait pouvoir dire que ça, c'est une variable aléatoire ergodique, de manière à ce que si on les somme, ça va converger vers leur moyenne, sachant que la moyenne, ça va être précisément l'entropie. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas vraiment translater, parce que j'ai un problème de bord ici. J'ai x1. Si j'avais mis ici xi moins l, et que je pouvais, que i est plus grand que l et que je peux translater, alors là, j'ai bien quelque chose que je vais pouvoir translater, et donc, comme ma distribution est ergodique, ça, c'est quelque chose qui va être ergodique et qui, en moyenne, va pouvoir converger. Le problème, à nouveau, c'est que ce que j'ai, c'est 1. Alors, ce qu'on fait, et la base de la démonstration, donc je vous donne le théorème de Shannon-Macmillan. Le théorème donc ça, il a été Breiman, il a été étendu progressivement donc par Macmillan et Breiman. Donc ça dit que si vous avez P qui est la loi d'un processus qui est stationnaire, c'est-à-dire ne dépend pas d'un décalage et ergodique, c'est-à-dire que les moyennes sur les index vont converger vers les espérances, alors moins 1 sur n log de P de x1, x2, xn converge effectivement en proba, même presque sûrement, donc avec proba 1, quand n tend vers l'infini, vers h, l'entropie, le taux d'entropie. Donc, pour démontrer ça, à nouveau, je vais passer par la décomposition de la probabilité comme un produit de probabilité conditionnelle. Et j'ai besoin donc que cette somme converge vers l'espérance. Et pour ça, j'ai besoin de le transformer en quelque chose qui est ergodique. Donc l'idée, c'est qu'on regarde les probabilités de x1, x2 donc de xi moins 1 à x1. On va faire une forme de sandwich, c'est-à-dire que si je regarde l'entropie, c'est ceci, je peux l'encadrer par quelque chose qui va être plus grand. Comment est-ce que j'obtiens une entropie plus grande? Ici, j'ai une entropie conditionnelle. Donc, j'ai l'entropie d'une variable étant donné connue toutes ces variables-là. Si j'en enlève, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que quand on enlève un conditionnement, on augmente l'entropie. Donc, si j'en enlève, c'est-à-dire si je prends L plus grand que 1 et je regarde l'espérance de ce log, alors ça va être plus grand. Si par contre j'en rajoute,
C'est-à-dire que j'arrive à étendre ma loi avant 1 en allant jusqu'à moins l'infini, eh bien je diminue l'entropie. Et l'idée de la démonstration, qui là est par contre longue et un peu technique, c'est de jouer sur cet encadrement. C'est-à-dire de démontrer que ceci ici va converger en utilisant la convergence vers une borne inférieure, en prenant une borne inférieure et en démontrant sa convergence, et une borne supérieure en démontrant sa convergence. Et la borne inférieure et la borne supérieure vont être obtenues en créant des processus qui, eux, sont ergodiques et qui sont, de fait, sous cette forme-là. Et comme ils sont ergodiques, je vais pouvoir appliquer le théorème de Birkhoff, démontrer la convergence de la borne supérieure, démontrer la convergence de la borne inférieure, démontrer que la borne supérieure et la borne inférieure sont égales, c'est une technique de sandwich, et donc obtenir la convergence de ce que j'ai ici. Donc ça, c'est l'aspect technique du problème, et là, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais l'idée fondamentale, c'est que ça marche parce que j'ai cette propriété d'ergodicité. Donc c'est ça dont on a besoin essentiellement dans tous les résultats de codage, et à peu près la plupart des modèles stochastiques classiques vont utiliser des propriétés d'ergodicité. Alors, ça me donne le résultat central. Maintenant, il est un peu abstrait, et ce qu'on va voir, c'est comment ce résultat central apparaît dans le cas des chaînes de Markov. Alors, comme je disais, les chaînes de Markov, c'est vraiment un outil très important, à la fois conceptuellement, parce que ça permet de comprendre les évolutions temporelles des systèmes dynamiques stochastiques. Les limites de chaînes de Markov vont vous donner des équations stochastiques, les équations différentielles stochastiques. Et aussi, c'est très important d'un point de vue algorithmique pour faire de l'échantillonnage de distribution de probabilité en grande dimension. C'est les algorithmes de Metropolis, de Gibbs, les algorithmes MCMC, Monte Carlo, Markov Chain. Ce sont des algorithmes qui sont basés sur une idée d'ergodicité. On veut échantillonner une distribution de probabilité. Ce qu'on va faire, c'est créer une chaîne de Markov qui va converger vers cette distribution de probabilité avec un résultat d'ergodicité. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner un panorama en vous donnant les grandes idées de manière à pouvoir aboutir sur ce à quoi je vais aboutir, c'est-à-dire la démonstration du deuxième principe de la thermodynamique, c'est-à-dire pourquoi, quand on évolue dans le temps, eh bien, on arrive effectivement, c'est l'entropie qui augmente. Et aussi aboutir à ces notions de réversibilité et d'équilibre. Alors, on va attaquer ce chapitre. Donc l'idée des chaînes de Markov est simple, c'est simplement dire que le passé est entièrement contenu en termes de prédiction de l'événement suivant par le présent. Autrement dit, on dit qu'un processus aléatoire, donc x1, x2, xn, est une chaîne de Markov si, quand je regarde les probabilités conditionnelles, donc la probabilité que xn plus 1 soit égal à une certaine valeur xn plus 1, sachant que xn est égal à une certaine valeur petit xn, etc., x1, une valeur x1, ça, c'est la même chose que la probabilité que xn plus 1 soit effectivement égal à xn plus 1, sachant simplement la valeur précédente qui est égale à xn. D'accord? Donc on peut oublier tout le conditionnement du passé
lointain. Alors si vous avez un passé qui est fini, vous pouvez le transformer en chaîne de Markov en disant x, pardon, ça peut être une valeur ou ça peut être un vecteur. Donc si vous avez un passé qui est fini, vous pouvez dire en fait mon x ça devient un vecteur, si bien que la valeur en un instant va être spécifiée par un passé de taille finie qui correspond à un vecteur, un seul. Donc vous pouvez toujours prendre un passé de taille finie, le transformer en chaîne de Markov. Je vous laisse le faire, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas trop compliqué. Donc c'est vraiment une notion qui est très puissante. Alors ça, je vais le noter à chaque fois P de x1, x2, xn, ou pardon, ici je pars de xn plus 1, donc xn plus 1 jusqu'à x1. Donc ce que vous savez, c'est que si vous prenez n'importe quelle probabilité, x1, x2, xn, vous pouvez toujours l'écrire, je l'ai écrit là-haut, comme la probabilité de x1 fois le produit à nouveau des probabilités de 2 à n des p de xi, sachant xi moins 1, x1. Et donc la propriété de Markov, elle vous dit que en fait, ça va être p de x1 fois la probabilité simplement de 2 à n de l'événement xi, sachant xi moins 1. Donc, ça veut dire que si vous regardez la loi jointe de votre distribution de probabilité, elle est entièrement spécifiée par la loi initiale et par les probabilités de transition. D'un état x-1 à un état xi. On pense souvent, on parle souvent d'état, on dit x est dans un état, et puis hop, il va bouger chaque fois que je vais bouger comme ceci, et il va bouger d'un état à un autre état. Donc, on a cette notion de probabilité de transition, et maintenant, on peut regarder un cas particulier, mais qui est très important, puisqu'on va se diriger vers des notions d'ergodicité et de stationnarité. C'est le cas où on a une probabilité de transition qui ne dépend pas du temps. Et c'est ce qu'on appelle des chaînes stationnaires ou homogènes. Donc à chaque fois, les probabilités de transition d'un état, d'un moment n à n plus 1 ne dépendent pas de n. Donc ça, oups. Définition d'une chaîne de Markov stationnaire. Donc on dit qu'une chaîne de Markov, alors on peut dire qu'elle est stationnaire ou on peut dire qu'elle est homogène aussi. Ça dépend des langages. Donc, donc pour tout θ xy, si je regarde la probabilité de transition, donc la probabilité que xn plus 1 soit égal à y, sachant que xn est égal à x, ça ne va pas dépendre de n. Donc autrement dit, c'est la même chose que la probabilité que xn soit égal à y, sachant que xn moins 1 est égal à x. Et ça, c'est vrai pour tout n. Okay, donc les probabilités de transition ne dépendent pas de l'instant n qu'on a pris. Alors, ça va immédiatement nous dire que maintenant, toute la chaîne est entièrement définie par cette quantité
que je vais appeler, donc qui va dépendre de x et de y. Donc ça, c'est une grande matrice. Donc P, vous pouvez la voir comme une grande matrice. C'est la matrice de transition. Vous avez tous les éléments. Alors, si je suis dans le cas fini, vous avez tous les éléments de x, comme ceci, et les entrées de la matrice, c'est les P de xy. OK? Alors, on peut regarder les propriétés de cette matrice. Il y a une première propriété, c'est que si vous faites la somme de tous les P de xy sur tous les y, ça va toujours être égal à 1. Donc, x, ils sont comme ceci, les y sont comme ceci. Ça veut dire que si vous faites la somme sur les lignes, ça va vous donner 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle des matrices stochastiques. Alors, d'où ça vient ça? Ça vient simplement du fait que qu'est-ce que c'est que P de xy? C'est la proba pour que xn plus 1 soit égal à y, sachant que xn est égal à x. Mais la proba de xn plus 1, sachant quelque chose, c'est une proba, donc si je somme sur toutes ces valeurs, ça doit donner 1. Et c'est ce que je fais. Si je somme sur toutes les valeurs que prennent cette proba, étant donné connu une valeur, ça me donne 1. Et c'est exactement l'équation que j'ai écrite ici. D'accord? C'est simplement le fait que j'ai une probabilité conditionnelle, c'est une proba, donc elle est normalisée. Donc si je somme sur toutes ces valeurs, ça me donne 1. La deuxième propriété, c'est que si je prends un vecteur de probabilité, je vais l'appeler mu n, c'est le vecteur qui me donne que la probabilité de xn soit égale à x pour tout x dans oméga. Donc c'est le vecteur de toutes les probabilités à un instant n. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est que P? En fait, c'est la matrice qui va me faire passer un vecteur de probabilité de l'instant n à l'instant n plus 1. Autrement dit, donc je vais d'abord l'écrire sous forme d'une équation. On va avoir que la probabilité que xn plus 1 soit égal à y, ça va être la somme sur tous les x des p de xy. Bon, je vais l'écrire d'abord, je vais d'abord mettre la proba. La proba que xn soit égal à x fois p de xy. Et ça, si je l'écris en termes de vecteurs, ça veut dire que si je regarde le vecteur mu n plus 1, alors je le regarde sous forme d'un vecteur ligne. Donc si ça, je considère ça comme un vecteur colonne, il faut que je regarde la transposée. C'est égal à multiplication de la matrice fois ce vecteur transposé. Donc je vais avoir P, c'est la multiplication... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Je vais avoir mon vecteur ligne, et là, de l'autre côté, il faut que je l'écrive... Non, c'est un produit scalaire. Alors si ma matrice, elle est comme ça, il faut que j'ai le vecteur comme ceci, ça va être ligne par colonne, donc c'est d'abord le vecteur, pardon, mu n transposé fois la matrice. Donc comment on passe d'un vecteur de proba à l'instant n plus 1 Alors ça c'est la même chose que de dire que mu n plus 1, si je prends la transposée, c'est p transpose fois mu n. D'accord? On passe d'un vecteur de proba en multipliant par la matrice de transition. Alors, d'où ça vient? Ça, pareil, c'est
simple à montrer. J'avance vers une pénurie de craie. Alors, il suffit d'écrire ce que c'est que la probabilité à l'instant n plus 1. Alors, si je regarde la probabilité pour que xn plus 1 soit égal à y, je veux faire apparaître la probabilité conditionnelle. Donc, je vais d'abord faire apparaître la probabilité jointe. Ça, je peux dire que c'est la somme des probabilités jointes que xn plus 1 soit égal à y et que xn soit égal à x. Et je fais une somme sur tous les x. Autrement dit, je dis la probabilité marginale, c'est la somme sur la probabilité jointe sur la deuxième variable. Maintenant, chacune de ces probabilités jointes, je peux les écrire comme produit de probabilité conditionnelle. Donc ceci, c'est la probabilité que xn plus 1 soit égal à y, sachant que xn est égal à x, fois la probabilité que xn est égal à x. Et ça, c'est exactement mon P de xy. Et donc, vous reconnaissez l'équation qui est au-dessus. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces probabilités de transition, vous pouvez les voir comme des grandes matrices stochastiques qui font avancer progressivement votre loi de probabilité. Alors, du coup, toutes les propriétés de convergence vont dépendre des itérés de cette matrice. Si vous voulez regarder la loi de probabilité après avoir itéré k fois sur votre chaîne, eh bien, il suffit de prendre cette équation et de l'itérer k fois. Donc, si je prends cette équation et je l'itère k fois, donc au lieu d'avoir n plus 1, j'ai n plus k, eh bien ici, il suffit de me mettre p à la puissance k. Donc, c'est les itérés de ma matrice qui va me faire avancer la distribution de probabilité. Et ces itérés de la matrice, si elles convergent, on va vers l'identité, ou si jamais vous avez une valeur propre qui vaut 1, vous allez, excusez-moi, ce n'est pas la matrice qui converge vers l'identité, si vous avez une valeur propre qui vaut 1, à ce moment-là, pour le vecteur propre, il va devenir identique. Donc, vous allez avoir des mesures invariantes. Donc, c'est là qu'on va voir apparaître les notions d'équilibre et de mesure invariante. Alors, avant de regarder ça, je vais vous prendre un exemple. Le premier exemple, le plus simple d'une chaîne de Markov, c'est une marche aléatoire qu'on peut généraliser. Alors, peut-être même avant de faire ça, la chaîne de Markov, peut-être la plus simple que vous puissiez imaginer, c'est que vous avez deux états, un état A, un état B. Vous pouvez passer d'un état à l'autre état avec une probabilité qui est alpha. S'il passe sur l'autre à une probabilité alpha, alors ça veut dire qu'il peut rester dans le même état avec une probabilité 1 moins alpha. Et le deuxième état, il peut passer dans le premier état avec une probabilité bêta, et à ce moment-là, vous avez une probabilité 1 moins bêta. D'accord? Ça, c'est la chaîne de Markov à deux états, stationnaires, quel que soit n, c'est toujours la même chose, et vous allez vous balader d'un état petit a à un état x à un état y, avec cette distribution de probabilité. Et là, donc, vous avez une matrice
une matrice de transition. La probabilité pour que x reste au même endroit, c'est 1 moins alpha. Vous allez avoir 1 moins bêta. Et puis ensuite, vous allez avoir alpha ici et bêta. Et vous avez que la somme de vos lignes est bien égale à 1. D'accord? Ça, c'est la chaîne de Markov la plus élémentaire. Alors, si vous voulez construire quelque chose d'un peu plus général, vous pouvez prendre des marches aléatoires ou des marches aléatoires généralisées. Alors, pour ça, il suffit d'introduire des variables aléatoires cachées qui sont indépendantes. Donc, on va définir les variables aléatoires cachées. Donc, c'est Z1 de Zn. Donc, ça va être pour tout n des variables qui sont toutes indépendantes et de même loi, qui sont identiquement distribuées. Donc ça, c'est mes variables aléatoires cachées. Et puis xn plus 1, ça va être écrit par une équation récurrente avec une fonction f qui va dépendre de la valeur à l'état juste avant et de la variable aléatoire cachée Zn. Donc ça, c'est typiquement ce que vous avez quand vous avez une équation aux différences stochastiques. L'état après dépend de l'état juste avant, et puis vous avez un espèce de bruit qui va vous induire des transitions aléatoires. Alors pourquoi est-ce que ça, c'est une chaîne de Markov? Alors pour vérifier que c'est une chaîne de Markov, ce qu'il faut faire, c'est regarder la probabilité xn plus 1 soit égal à xn plus 1, sachant le passé en entier. Et montrer que ça dépend que du passé récent. Alors, il y a une propriété déjà, c'est que si vous itérez là-dessus, vous partez de x1, ben vous allez obtenir que xn, c'est une certaine fonction de l'état initial x1, et puis de toutes les variables cachées z1, z2, zn. Alors, si je remplace xn plus 1, xn plus 1, c'est f de xn, zn. Donc ça, c'est la même chose que la proba de f de xn, zn est égal à xn, sachant que xn est égal à xn, etc., x1 égale à x1. Maintenant, Zn, ici, il est indépendant de toutes les autres variables, Zn-1, Z1, Z2, jusqu'à Zn-1. Jusqu'à Zn, excusez-moi. Comme les xn dépendent de ces variables, et pardon, les z ils sont aussi indépendants de Z1, il n'y a pas de dépendance entre cette quantité-là et toute celle-ci. Donc, excusez-moi, parce que xn est égal. Xn ici, il faut que je le remplace par xn ici. J'ai oublié de dire c'était f de xn, mais comme xn est égal à xn, je peux l'écrire comme ça. Et à ce moment-là, cette quantité-là, elle ne dépend que de Zn. Ça, ce sont des constantes. Et comme Zn est indépendant de tous les autres, et même je suis en xn plus 1, je l'écris en Zn ici. Je vais mettre en Zn plus 1 ici. Excusez-moi. Voilà. Là, c'est plus précis. Ça dépend de Zn plus 1. Et ceux-là, ils vont tous dépendre des Zn jusqu'à Z1. Et comme Zn plus 1 est indépendant de toutes ces quantités-là, ça, c'est la même chose que la proba de f de xn, Zn plus 1 égale à xn. Et ça dépend de ces deux symboles. Xn plus 1, c'est le y. Le xn, si vous voulez, c'est le x. Et donc, c'est bien, ça ne dépend pas de n.
Donc cette loi, elle ne dépend pas de n. C'est toujours la même loi à tout instant, et donc vous avez bien une chaîne de Markov qui est stationnaire. OK, donc ça c'est un exemple. Donc l'exemple le plus simple de ça, c'est la marche aléatoire sur des entiers. Donc si vous prenez par exemple juste un incrément d'un instant à l'autre, donc vous prenez xn plus 1 égale xn plus zn plus 1. Là, vous avez une chaîne de Markov évidemment, mais vous pouvez aussi considérer des choses beaucoup plus générales comme des automates stochastiques. Donc un automate stochastique, c'est quoi? C'est un peu comme une chaîne de Turing, une machine de Turing. Vous avez un ruban avec des instructions, des lettres. À chaque fois, votre automate est dans un état. Chaque fois qu'il lit une nouvelle lettre, ça lui fait une transition. Et cette transition dépend d'une variable aléatoire cachée. Et votre automate passe d'un état à un autre état, et ça va vous définir comme ceci une chaîne de Markov. Alors, un exemple qui est peut-être un peu plus proche de la physique, c'est le modèle de l'urne, alors que je prononce bien, d'Ehrenfest. Donc, Ehrenfest, c'était un physicien autrichien. Donc ça date de 1907. Donc c'est le moment où on essayait de construire des modèles stochastiques de gaz parfait. Et il y a un modèle très simple si vous voulez regarder l'évolution d'un gaz à travers une paroi qui est poreuse. C'est ce modèle ici. Donc vous avez un domaine, et puis vous avez une paroi comme ceci qui est poreuse, avec deux domaines A et B. Et ça s'appelle aussi un modèle d'urne, parce que vous pouvez considérer soit des atomes, soit des billes dans deux urnes. Et l'idée, c'est que vous allez choisir aléatoirement si vous allez prendre un élément et le mettre de l'autre côté, ou l'inverse, avec une probabilité qui va dépendre du nombre d'éléments. Donc, si je regarde, si j'appelle le xn à un temps n le nombre d'éléments ou d'atomes qui sont à l'intérieur de A, je peux avoir un atome qui, à nouveau, passe à travers la paroi poreuse dans un sens ou dans l'autre, et la probabilité pour que j'ai un atome qui vienne à l'intérieur, donc c'est-à-dire que si je regarde xn-1, si je sais que xn est égal à x, alors à un temps n plus 1, xn plus 1 va être égal à x moins 1 avec une proba x sur n. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, plus vous avez d'éléments ici, plus vous avez d'atomes, plus la pression est forte sur la paroi, et donc plus il y a une probabilité pour qu'il y ait un atome qui traverse la paroi poreuse. Et donc ça, c'est la proba x sur n, sachant que j'ai au total n atomes dans ma boîte. Et puis, ça peut être au contraire x plus 1, c'est-à-dire que j'ai un atome qui, au contraire, va aller aux particules de B vers A, avec une proba qui est 1 moins ceci,
c'est-à-dire n moins x sur n. Donc ça, c'est le modèle. Et donc, vous avez bien que vous pouvez écrire xn plus 1 est égal à xn plus zn, ou à nouveau zn plus 1, pardon, où zn plus 1 c'est égal à soit moins 1, soit 1. Donc ça ressemble à une espèce de marche aléatoire, parce qu'à chaque fois, votre nombre va augmenter de 1 ou va diminuer de 1. Mais ce n'est pas une marche aléatoire, parce que si vous regardez la proba pour que Zn plus 1, par exemple, soit égal à moins 1, sachant que xn est égal à x, eh bien, ça va être égal, donc ici, x sur n. Donc, le Zn plus 1 dépend de l'état précédent. Alors que quand vous avez une marche aléatoire, le Zn plus 1 ne dépend pas de l'état précédent parce que l'état précédent dépend des z jusqu'à n. Donc, ils sont indépendants. Donc là, vous avez un modèle qui est plus compliqué qu'un modèle de marche aléatoire parce que la transition qui est faite par Zn plus 1 dépend de l'état d'avant, mais évidemment, c'est une chaîne de Markov, puisque je ne dépends que de l'état d'avant. Donc, dans ce genre de situation, question qu'on va se poser en physique statistique, c'est vers quoi ça converge? Est-ce que ça converge? Est-ce qu'il y a une notion d'équilibre? Quel va être l'équilibre? Qu'est-ce qui se passe pour l'entropie? Et comment est-ce qu'on peut caractériser cette notion d'équilibre? Donc c'est ça qu'on va d'une certaine manière voir comme un exemple particulier des propriétés beaucoup plus générales des chaînes de Markov. Alors, la notion d'équilibre, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que le système va évoluer jusqu'à ce que le nombre de particules en moyenne reste à peu près le même. C'est-à-dire que ce qu'on attend, c'est que, c'est un peu aussi, je ne vais peut-être pas effacer celui-là, c'est que la distribution de probabilité, elle va évoluer dans le temps, parce que si par exemple on part d'une distribution de probabilité où au départ toutes les particules sont du côté B et il n'y en a aucune du côté A, ben ce modèle vous dit, comme x est égal à 1, à ce moment-là, à 0, à ce moment-là, forcément, puisqu'il n'y en a aucune dans A, forcément, la première particule, elle va aller dans A. Et ce qu'on attend, c'est que petit à petit, les particules vont transiter de B vers A jusqu'à ce qu'il y en ait à peu près autant d'un côté ou de l'autre. Donc ce qu'on voit, c'est que les distributions de probabilité, elles vont évoluer dans le temps, et donc on se demande quelle est la distribution de probabilité asymptotique. Et donc, ça, c'est la question de l'existence. Est-ce que ça converge d'une loi invariante? On peut l'appeler aussi la loi stationnaire ou invariante de la chaîne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans un cadre comme celui qu'on a d'avoir une loi invariante? Une loi invariante, c'est une loi qui ne va pas évoluer. Donc je vais l'appeler pi. C'est une mesure de probabilité. Donc je vais l'appeler ici pi, qui ne bouge pas. Donc pi, ça veut dire que j'ai mes probas pi de x ou pi indice x pour tout x dans mon ensemble. Ça veut dire que ça ne bouge pas. Ça veut dire quoi que ça ne bouge pas? Ça veut dire que si j'itère l'équation qui est là-bas, c'est-à-dire si je regarde la proba de y, en un temps n plus 1, ça doit être égal à la proba en un temps x, mais la proba en un temps x, je l'ai ici,
Et comme cette proba et cette proba, elle est égale à pi, ça va être πx, ici, fois la matrice de transition. Donc c'est ça, une mesure invariante. C'est-à-dire que si vous multipliez, si je reprends l'équation que j'avais, pi transpose, ça va être égal à pi transpose fois p. Autrement dit, à nouveau, pi, c'est p transpose. Autrement dit, pi, c'est un vecteur invariant par l'action de votre matrice. Autrement dit, c'est un vecteur propre. C'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. C'est ça, d'accord? Et une mesure invariante. Donc, juste une chose, c'est que ce vecteur propre, il doit être normalisé aussi, parce que c'est une loi de proba, il ne faut pas oublier, la somme des pi de x doit être égale à 1. Alors, on peut reprendre l'exemple que j'avais mis, à moins que je l'ai effacé. Je l'ai effacé. C'est le cas où j'ai deux états, x, y. Donc si j'ai deux états x, y, on avait vu, hop, je peux aller là, je peux revenir comme ceci. Je vais avoir une matrice de qui va être typiquement, on a vu, 1 moins alpha, alpha, bêta, 1 moins bêta. Donc là, j'ai un système d'équations que je peux résoudre. D'accord? Donc je vais avoir pi1, si ça, je vais appeler ça plus simple. Ça, c'est l'état 1, ça, c'est l'état 2. Donc pi à l'état 1, ça doit être égal, si j'applique l'équation là-bas, pi à l'état 1 fois la probabilité 1 moins alpha plus pi à l'état 2 fois la probabilité bêta, parce que c'est la première ligne fois la colonne. Et je vais avoir pi2 qui est égal à pi1 alpha plus pi2 fois 1 moins bêta. Et vous résolvez votre système linéaire et vous obtenez que pi1 est égal à bêta sur alpha plus bêta et pi2 égale alpha sur alpha plus bêta. Alors, ce qui se passe, c'est que d'une façon générale, vous allez avoir, si ça, c'est le nombre d'éléments, le cardinal de x, vous avez ici x équations, et puis là, vous en avez une de plus. Et le nombre d'inconnus, eh bien, c'est le nombre de probas. Et comme vous avez une proba par symbole, vous allez avoir voilà le nombre d'inconnus. En fait, cette équation, dans ces équations-là, comme la somme des p de xy est égale à 1 parce que vous avez une matrice stochastique, si vous imposez cette équation, vous vérifiez que vous pouvez enlever une de ces équations-là simplement parce que ceci est normalisé. Donc en fait, vous avez vraiment que x équation indépendante et x inconnu. Donc normalement, si tout se passe bien, si vous n'êtes pas dans un cas dégénéré, il va exister une solution unique. Mais vous pouvez vous retrouver dans des cas dégénérés où votre déterminant est nul. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir potentiellement avoir un nombre infini de solutions ou pas de solution du tout. D'accord? Mais c'est juste pour vous donner un ressenti que dans une situation standard, vous allez vous retrouver avec une solution unique, c'est-à-dire une mesure invariante. Alors, si on reprend les cas des urnes, que j'ai mis, il me semble, là. Alors, vous pouvez écrire le système, d'accord?
je vous donne l'équation récurrente. En fait, l'équation si j'appelle x, donc le nombre d'éléments, si j'écris cette équation ici, ben en fait, je peux arriver à l'état x que si j'étais à l'état x-1 ou à l'état x plus 1. Et si j'étais à l'état x-1 pour passer à l'état x, ça veut dire que j'ai dû rajouter 1. Et donc, ça va se faire avec une proba de transition 1 moins x moins 1 sur n, plus, soit je suis à l'état x plus 1, et ça va être x plus 1 sur n. Voilà. Donc ça, c'est l'équation. Et puis, vous avez la situation de départ. Quand vous êtes au départ, c'est-à-dire vous avez 0 valeur, à ce moment-là, vous allez avoir pi de 1 fois 1 sur n. Alors, je vous donne l'équation. Vous pouvez ensuite vérifier par vous-même que la solution, ça va être que la mesure invariante, la proba, ça va être solution de ce système linéaire 2 puissance moins n fois le nombre de façons de choisir x parmi n. Et ça, c'est une loi binomiale. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir une mesure invariante. Et c'est quoi la loi binomiale? C'est la loi qu'on obtient si on prend n billes ou n atomes et qu'on les distribue aléatoirement à gauche ou à droite de façon indépendante avec une probabilité 1,5. Donc c'est ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est qu'effectivement, le nombre après ce type de dynamique poreuse, qu'il y ait un équilibre et que cet équilibre corresponde à une répartition aléatoire des atomes à gauche à droite, aléatoire des atomes à gauche à droite, c'est-à-dire que chaque atome a une chance sur 2 d'être à gauche et à droite, indépendamment des autres atomes, et donc c'est exactement la loi binomiale. D'accord? Donc ça vous montre qu'effectivement, il y a un système qui est stable, stationnaire. Il est stationnaire au sens où, quand maintenant on fait évoluer le temps, si je pars d'une distribution qui est pi, eh bien, à chaque instant, comme j'ai multiplié par matrice P qui ne va pas changer pi, je vais rester avec la distribution pi. Donc, cette mesure de probabilité est bien une mesure de probabilité stable pour le système. D'accord? OK. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va aboutir à ce genre de situation? C'est-à-dire que si je pars d'une situation qui est déséquilibrée, est-ce que je vais me retrouver dans ce genre de asymptotiquement dans une situation à l'équilibre? Et puis, quelles sont les conditions pour que effectivement une telle situation à l'équilibre existe? Est-ce que le système peut éventuellement évoluer, ne jamais converger vers une situation à l'équilibre? Alors, ça, c'est très lié à cette notion de réversibilité du temps dont on a discuté et qui a été la question primordiale au départ de la thermodynamique. Si vous vous souvenez du principe de Carnot, la notion d'entropie, elle est apparue à travers l'étude de l'irréversibilité des systèmes thermodynamiques. Et on va voir qu'effectivement, cette notion de réversibilité, elle est au cœur de l'existence de mesures invariantes de convergence et d'équilibre. Donc là, on va regarder le lien entre la loi stationnaire, ou l'existence de la loi stationnaire, et la réversibilité. Et je finirai
sur ces idées. Alors, il y a juste après un séminaire, j'en reparlerai, sur les réseaux de neurones et physique statistique par Bruno Loureiro, mais j'en reparlerai après. Donc, l'idée centrale, c'est que l'existence d'une mesure invariante va impliquer une forme de réversibilité de la chaîne de Markov si la mesure invariante est toujours strictement positive. C'est-à-dire si jamais, d'une certaine façon, tous les états sont explorés. Donc l'existence va, d'une certaine manière, dépendre de la loi invariante. Dépend de la réversibilité. Alors, comment est-ce que on va définir la réversibilité? Donc, j'ai une chaîne de Markov qui avance dans le temps, et ce que je voudrais, c'est la faire avancer dans le temps inverse. Donc, d'une certaine manière, je voudrais inverser le temps. Donc, pour inverser le temps, il va falloir définir une transition, non pas de xn vers xn plus 1, mais de xn plus 1 vers xn. Pour définir cette probabilité de transition, donc je suppose que mes probas, que j'ai une mesure invariante, qui est strictement positive. Donc là, je vais partir de l'existence de la mesure invariante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais définir une probabilité de transition en inversant les x et les y. C'est-à-dire que j'ai mes probabilités de transition xy, normalement, je vais inverser et je vais multiplier, pour avoir des probabilités conditionnelles, on va voir, par pi de y divisé par pi de x. Alors ce que je dis, c'est que si je définis ceci, ça déjà c'est une matrice stochastique. Alors, le fait que ce soit une matrice stochastique, ça veut dire que si je somme sur y, q de xy, ça veut dire que je vais sommer sur y de pi de y, p de yx divisé par p de x. Mais si vous vous souvenez, ça c'est exactement appliquer la matrice à pi de y, donc ça va être pi de x, parce que j'ai une mesure invariante. Donc ceci, ça revient à appliquer la matrice P sur pi, donc ça va me donner pi de x, divisé par pi de x, ça vaut 1. Donc j'ai bien une matrice stochastique. Alors, maintenant, on va essayer de relier cette matrice stochastique à la probabilité de transition. Donc ce que je vais regarder, c'est la probabilité de transition de xn plus 1 à xn. Alors, je vais regarder quelle est la probabilité pour que xn soit égal à y, sachant que le futur est égal à x. Et ce que je vais montrer, c'est que ça s'est donné par essentiellement q. Alors pourquoi? Ça, je peux le réécrire comme la probabilité que xn plus 1 soit égal à x, ça c'est la formule de Bayes, sachant que xn est égal à y, fois la probabilité que xn est égal à y, divisé par la probabilité que xn plus 1 soit égal à x.
Ça, c'est exactement mon P de yx. Je passe de y à x. Et maintenant, si jamais j'ai initié ma chaîne par ma mesure invariante, ça va être pi de y, et ça va être pi de x. Donc j'ai fois pi y divisé par pi x, et donc j'ai bien mon q de xy. Donc l'idée, c'est que si vous partez d'une mesure invariante et que vous itérez avec votre chaîne, vous pouvez inverser. Vous avez toujours à chaque instant votre mesure invariante, parce que donc si vous partez de x1 qui a une loi pi et que vous itérez votre chaîne, comme la mesure est invariante, ben en xn vous avez pi. Ça, vous allez pouvoir bouger dans ce temps-là avec la matrice de transition P. Ben en fait, vous pouvez inverser le temps et vous aurez la matrice de transition inverse. Donc ça, c'est comme si vous preniez une équation, pensez à une équation stochastique, vous faites avancer votre équation, et ça vous dit, en fait, vous pouvez inverser l'équation, et l'inversion, donc de la chaîne de Markov, elle est donnée par cette probabilité de transition, à condition, évidemment, que chaque état soit exploré. Donc pi de x soit strictement positif. OK, donc là, on a la notion de réversibilité. Maintenant, on va pouvoir, il me reste 3 minutes, on va finir là-dessus, dire que la chaîne elle-même est réversible si jamais la probabilité de transition inverse est égale à la probabilité de transition forward. C'est-à-dire que les lois, ça c'est typiquement ce qu'on dit quand on dit que les lois de la physique sont inversibles, c'est-à-dire que les lois qui nous font avancer de t à t plus 1 sont les mêmes que celles qui font revenir en arrière. Ça, c'est typiquement ce qui se passe ici. Le temps on peut être inversé. On a, dans le cas des urnes, on a exactement la même chose. Donc dans ce cas-là, par définition, on va dire que la chaîne de Markov est réversible, pardon. Donc de proba de transition P est réversible si essentiellement Q est égal à P. Alors, dire que Q est égal à P, si je passe le pi de x de l'autre côté, ça me dit que la proba invariante, excusez-moi, relativement à une proba invariante pi, si πx fois p de xy est égal à πy fois p de yx. Ça vous dit quoi? Ça, on appelle ça aussi la balance détaillée. La balance globale, c'est l'équation qui dit pi transpose égale, ou si vous voulez, pi est égal, pi transpose est égal à pi transpose p. P et pi transpose. Oui, c'était comme ça. Pi transpose égale. Ça, c'est l'équation de balance, c'est-à-dire qu'on fait agir la matrice stochastique, on préserve l'équation, le vecteur globalement. Ça, c'est la balance détaillée qui vous dit, pour passer la proba, si j'ai une proba πx d'un état x, si j'applique la probabilité de transition de xy, je vais obtenir le même produit, c'est-à-dire que je peux passer de x, de l'état x à l'état y, de la même manière que je peux passer de l'état y
à l'état X, la situation est complètement symétrique. Donc, cette équation de balance détaillée, c'est exactement dire que Q de XY, c'est-à-dire que la loi inverse, est égale à P de XY. Et alors, ça implique en particulier, si vous avez une équation de balance détaillée comme ceci, il y a une propriété, c'est que cette équation, elle implique que pi est une mesure invariante. Alors, comment est-ce qu'on vérifie que pi est une mesure invariante? On regarde simplement la somme, c'est-à-dire l'équation qui spécifie une mesure invariante, c'est-à-dire qu'on va prendre la proba et on va la transformer par notre distribution de probabilité P de XY. Ça, c'est faire avancer le vecteur de proba d'un cran. Mais ici, comme pi x, P de xy, c'est la même chose que py, P de yx. Ça, c'est la même chose que pi y fois somme sur x de P de yx. Et ça, comme c'est une matrice stochastique, ça vaut 1. Et on retrouve bien py, c'est-à-dire qu'on retrouve bien qu'on a une mesure invariante. Donc dès qu'on a une balance détaillée comme ceci, ça va nous définir une mesure invariante. Alors, ce qu'on peut vérifier, c'est que ceci est inversible. De même manière, les marches aléatoires sont inversibles. On va regarder ça la fois prochaine. Et ce qu'on va voir la fois prochaine, c'est à la fois la condition pour avoir une chaîne qui va effectivement converger vers une mesure invariante. Et ça va être essentiellement cette notion d'ergodicité qui va nous le donner, c'est-à-dire qu'il faut que tous les états soient explorés et que la chaîne ne soit pas bloquée dans un état récurrent. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'une fois qu'on a ces propriétés-là, eh bien, on va pouvoir à la fois démontrer que le taux d'entropie est bien fini et facilement calculable, et le fait que le système va évoluer vers une entropie qui va augmenter. En fait, ce qu'on verra pour ça, c'est que si on prend deux lois de probabilité initiale, si on fait évoluer la chaîne de Markov, les lois de probabilité vont se rapprocher. Et comme l'une d'entre elles va converger vers la mesure invariante, l'autre va aussi converger vers la mesure invariante. Et la mesure invariante, ça va être éventuellement la mesure uniforme, ce qui va vous dire que votre système dynamique ou votre système physique va converger vers un état d'entropie maximum. Voilà, donc on verra tout ça la prochaine fois. Et après, on avancera vers les modèles de processus en grande dimension avec tous ces concepts en main. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas oublié les feuilles pour ceux qui veulent avoir une note. Il y aura ce séminaire de Bruno Loureiro sur le lien entre les modèles de physique statistique et les modèles actuels de réseaux de neurones. Comme vous le savez, les réseaux de neurones, ça évolue avec des... tout l'apprentissage se fait avec des descentes de gradients stochastiques qui peuvent être vues comme un système dynamique au cours duquel les poids évoluent. Et donc les questions sont exactement reliées à ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire vous pouvez voir ça comme une chaîne de Markov. Vous prenez les poids de votre réseau de neurones à instant t, vous appliquez votre système dynamique qui est la descente de gradient, et vous allez avoir une évolution. Vers quoi est-ce que ce genre de choses converge? Quand vous avez des systèmes simples, eh bien, va y avoir une convergence vers un minimum. Quand vous avez des systèmes compliqués, c'est-à-dire que vous avez un paysage d'optimisation qui est très compliqué, comme ça peut être le cas en physique quand vous avez des verres, comme Giulio Biroli vous en a parlé la semaine dernière, à ce moment-là, les notions de convergence deviennent beaucoup plus sophistiquées. Donc,
Je ne sais pas exactement de quoi Bruno parlera autour de tout ça, mais on voit que, et c'est pour ça qu'il y a un lien qui est très profond et très riche en ce moment entre toute la recherche en physique statistique et la compréhension de ces systèmes et notamment des réseaux de neurones. Voilà, ça c'était le pitch d'introduction, mais ce sera dans maintenant 10 minutes. Je vous laisse prendre une pause. Merci.